D'abord, Éric Millard, professeur de droit public et de théorie du droit à l'Université de Nanterre, est un ami, un collègue et ami. Et puis, je suis heureux parce que c'est la première fois que, ce soir, que le droit est à l'honneur dans l'Agora des Savoirs. C'est la première conférence organisée sur le droit. Et pour cette première, je crois que nous avons choisi l'axe thématique et le juriste qu'il faut. L'axe thématique d'abord, l'incertitude au cœur de la connaissance. Je crois qu'on ne pouvait pas trouver meilleure méthode pour présenter le droit que de le dépeindre sous le signe de l'incertitude. Ça permet de tordre le cou à un très vieux préjugé, vieux comme le monde, selon lequel le droit est une technologie sociale qui permet d'encadrer le comportement des individus dans une société donnée, et ce au moyen d'actes et d'énoncés clairs, transparents, objectifs, rationnels, des énoncés dont tout le monde est censé connaître la signification. Vous connaissez tous d'ailleurs l'adage républicain selon lequel nul n'est censé ignorer la loi. C'est un vieil adage conforme à l'éthique de l'état de droit, en vertu duquel nous sommes tous censés connaître les lois et nous accomplissons nos faits et gestes, nous ajustons, nous calibrons nos gestes en fonction de ce que nous connaissons des lois. Et ce que nous connaissons des lois est censé être transparent, objectif. Ça tombe sous le sens. Et d'ailleurs, le mot droit a une connotation qui conforte ce préjugé, à savoir le préjugé de la certitude. Parce que droit, en effet, ça signifie, ça renvoie à la notion de rectitude. Le droit est gage de rectitude, c'est censé être une activité sociale qui est faite pour nous tenir droit. Nous sommes censés être droits, aller dans le droit chemin. Et d'ailleurs, il n'est pas plus étranger dans l'esprit d'un étudiant de première année qui commence son droit, qui découvre le droit dès la première année, que l'idée contraire, selon laquelle le droit serait au contraire gage d'incertitude. Eh bien, détrompons-nous, le droit est plein d'incertitudes. Je serais tenté d'évoquer une petite boutade un petit peu triviale que tout le monde connaît, qui date des années 80. François Mitterrand avait deux avocats, Robert Badinter pour le droit, et on disait Roland Dumas pour le moins droit, ou un petit peu, enfin, non pas pour le non droit, mais un petit peu moins droit. Bon, soyons sérieux. L'idée d'une certitude du droit, je crois que c'est oublier. Proférer cette idée, c'est oublier que le droit, il a un envers. Il y a un endroit et il y a un envers. Et ce soir, Éric Millard va, je crois, nous faire découvrir cet envers. C'est un petit peu le but de sa conférence. Sans préjuger ce qu'il va nous expliquer, il faut savoir que le droit n'a pas de substance, il n'a pas de réalité. Ce ne sont que des significations dont sont porteurs des énoncés. Ça n'est pas empiriquement saisissable. Le droit, ce sont des effets psychologiques que nous procurent des énoncés proférés par des autorités soi-disant compétentes, réputées compétentes. Autrement dit, le droit, ça n'est qu'une activité discursive. Et comme toute activité discursive, c'est fait de mots, c'est fait de textes. Et ces mots, ces textes, ils sont bien entendu sujets à interprétation, porteurs d'ambiguïté. C'est-à-dire qu'en fait, il appartient aux interprètes, aux autorités qui appliquent le droit, aux juges, aux autorités administratives, que sais-je encore, aux citoyens, de déterminer la signification de ces textes. Or, une signification, ça ne se voit pas, ça ne se touche pas, ça n'est pas un objet sensible empiriquement, c'est à redécouvrir au moment de l'interprétation. En tout cas, une signification, ça ne voyage pas d'un esprit à l'autre. Ce qui voyage d'un esprit à l'autre, c'est le signifiant, c'est le texte. Lorsque je vous parle, vous entendez du bruit. Lorsque je vous écris, vous voyez sensoriellement un graphique sur du papier. Mais le signifié, le sens du signifiant, ça ne voyage pas d'un esprit à l'autre. De sorte que l'interlocuteur d'un texte juridique, celui à qui le texte est adressé, eh bien, son travail, ça consiste à le recréer. Autrement dit, à découvrir l'envers. Et je crois qu'il faut être réaliste pour justement essayer de nous faire découvrir la réalité cachée du droit. Le droit a une apparence, les textes sont une apparence, une signification apparente. En réalité, une autre signification peut être enfouie derrière et il incombe au juge, il incombe à l'interprète, cette réalité, de
de la faire advenir. Et tout juriste qui se dit réaliste est conscient de cela. Et c'est pourquoi Éric Millard, qui est justement un réaliste, me semble être le juriste qu'il fallait ce soir, et je remercie encore une fois Michel de l'avoir invité. C'est bien le juriste qu'il faut pour déniaiser celles et ceux qui, dans le public, croient encore à des illusions, disons, se font encore des représentations communes sur le droit, c'est-à-dire cette idée que le droit serait rationnel, clair, objectif, logique. Loin de tout cela, le réaliste est celui qui nous sensibilise à l'idée contraire. Et alors, en effet, Éric Millard, qui est professeur à Nanterre, appartient à toute une mouvance de la pensée juridique, qu'on appelle l'école réaliste ou l'école analytique du droit, et qui est une école très bien implantée à la faculté de droit de Nanterre, et Éric Millard en est un des plus éminents représentants. Éric Millard, en effet, a traduit, il y a quelques années, des travaux dont l'auteur est Alf Ross, qui est un théoricien danois, et qui est considéré comme la figure de proue du réalisme juridique. Et il a beaucoup influencé les esprits en Europe. Le réalisme juridique, Éric Millard va en parler beaucoup mieux que moi, est un courant qui est parti des États-Unis et puis qui s'est ensuite exporté en Europe par la Scandinavie, notamment avec Alf Ross. Et il a plusieurs représentants dans divers pays européens, notamment en Europe, avec des gens comme Riccardo Guastini, ou en France avec des gens comme Michel Tropper et Éric Millard, qui fait donc partie de cette grande école que nous respectons tous, nous autres juristes, mais que nous contestons aussi, que nous critiquons, parce que Michel a quand même pris des risques d'inviter Éric Millard ce soir. Éric Millard ne représente pas l'opinion dominante. C'est une dissidence au sein de la communauté des juristes que de dire qu'effectivement le droit est à découvrir à l'envers. Le droit n'est pas un gage de rectitude, mais au contraire un gage d'incertitude. Alors je crois que maintenant il me revient de te laisser la parole, Éric, et de te permettre de déniaiser, encore une fois, celles et ceux qui ont des représentations communes, mais qui sont des illusions nécessaires pour vivre, mais qu'il faut démystifier quand on est un savant comme toi. Donc à toi la parole pour une bonne heure de conférence. Je m'éclipse aussitôt. Merci Alexandre. Bonsoir à tous, je suis à la fois très heureux et un peu triste d'être ici. Très heureux parce que cette expérience de l'Agora des savoirs est quelque chose que je trouve admirable. En tant qu'universitaire, j'ai souvent l'impression de ne travailler qu'avec des universitaires, d'être parfois convoqué devant le grand public pour parler de choses qui ne sont pas celles sur lesquelles je travaille en tant qu'universitaire, mais pour donner des opinions qui sont des opinions que finalement tout le monde peut avoir parce que ce sont des opinions de type politique ou citoyen. Et donc la possibilité qu'offre un endroit comme celui-là d'essayer de proposer un peu ce qu'on travaille comme universitaire à des gens qui ne sont pas forcément, pour montrer aussi l'utilité de ce que peut être l'universitaire ou l'inutilité, mais ça c'est quand on se place sous le jugement des gens, on court toujours ce risque-là. C'est un très grand plaisir. Et puis je suis un petit peu triste parce que Alexandre Viala est un excellent chargé de communication. C'est par ailleurs un excellent juriste. Mais c'est un excellent chargé de communication. Il a d'abord très bien présenté les choses que je voulais dire, mais en même temps, il vous a dit que j'allais dire des choses beaucoup plus profonde que celle que je pourrais vous raconter ce soir, parce que pratiquement, quand je l'écoutais en tant que théoricien du droit qui me confrontait à lui et à ses théories du droit de temps en temps, je me disais que pratiquement chacun de ces mots mériterait à lui tout seul une conférence. Donc je ne suis pas sûr que j'aurai à vous déniaiser, je ne suis pas sûr de toute façon que ça soit très utile, mais je voudrais simplement essayer de vous parler du droit à l'envers. Alors, peut-être une précision, le droit à l'envers, c'est pas forcément l'autre face du droit. Quand on a retenu, c'est Michel Miaille qui a eu cette idée de titre et j'ai trouvé tout de suite superbe, quand on a retenu cette notion de droit à l'envers, c'est une histoire de point de vue. C'est-à-dire essayer de regarder le droit de l'autre côté. Non pas le côté qui se donne à voir, le côté auquel les représentations communes, et je vais en parler tout de suite, nous renvoient, mais essayer de changer un petit peu le point de vue, de le regarder autrement et de le questionner autrement. Alors le droit à l'envers, ça ne renvoie qu'à cette idée-là. Je n'ai aucune prétention de remettre la dialectique sur ses pieds, comme disait l'autre, ou de remettre le droit dans le bon sens. Alors dans les représentations communes, on peut repartir de cette idée, c'est vrai que
le droit se présente comme un savoir certain, ou en tous les cas quelque chose qui est lié à des savoirs certains. Et dans les caractéristiques du droit, il nous semble qu'il ne peut pas y avoir de place pour l'incertitude. Nous savons assez spontanément, il suffit de faire l'expérience par exemple d'aller dans une école maternelle et d'écouter les enfants, nous savons assez spontanément ce qui est juste, ce qui est le droit. Écoutez dans les cours de classe maternelle, c'est pas juste, t'as pas le droit de... On a une relation très spontanée, très tôt, à cette idée de droit, et nous avons l'impression de savoir tout de suite ce qu'est le droit, c'est-à-dire ce qui est juste, ce que sont les valeurs qui doivent être les valeurs du droit. À un degré un petit peu plus avancé de la représentation, nous comprenons assez rapidement que le droit est un système de normes ou de règles qui organise la société, qui nous commande d'adopter certains types de comportements, qui structure ce qui doit être, et qui nous dit finalement ce que nous devrions faire si évidemment nous souhaitons respecter ce que préconise le droit. Nous savons également qu'il y a des universités, de très bonnes universités en général, qui ont beaucoup d'étudiants, et dans lequel il y a toute une série de professeurs très savants, qui sont des professeurs de droit, qui transmettent un savoir pour faire des juristes qui seront eux-mêmes des juristes très savants et qui feront des choses avec le droit. Et nous savons aussi que si certains litiges se passent, se produisent, eh bien nous pouvons avoir recours à des professionnels du droit qui ont un savoir et un savoir-faire. C'est-à-dire qu'à la fois ils ont une connaissance du droit et une connaissance de la manière dont ça fonctionne, et à qui nous allons pouvoir nous en remettre finalement pour essayer de trouver une solution qui pourrait être acceptable par tous. Donc tout ça nous incite à penser que le droit est un savoir, que par ailleurs ce savoir est assez facilement accessible si l'on fait des études ou si l'on comprend un certain mode de raisonnement, et que finalement le droit a une fonction qui est une fonction qui repose sur des formes de clarté, enfin, toutes choses qui sont liées au savoir. On peut prendre un exemple de ce que cela veut dire quand on essaie de réfléchir à la manière qui nous est présentée habituellement comme étant tout à fait typique du raisonnement des juristes. Un juriste, nous dit-on, ça raisonne avec des syllogismes. Avec des syllogismes, c'est-à-dire qu'un juriste connaît une règle, il connaît des faits, ou en tous les cas il s'efforce de connaître des faits, et puis il aurait un raisonnement qui est un raisonnement assez simple finalement, de type logique, en rapprochant les deux prémices, majeures et mineures, il pourrait en tirer une conclusion. Donc tout ça reposerait sur un savoir et sur l'application de méthodes qui sont des méthodes assez classiques de la connaissance pour arriver à savoir ce qu'est la solution juridique. Et quand on parle de solution juridique, ou quand on parle de raisonnement juridique en ce sens, on fait référence à ce qui est habituellement perçu comme l'apanage, ou en tous les cas la caractéristique du savoir. Donc si on admet ces représentations communes, comment pourrait-il être envisageable que le droit ne soit pas lié à ce savoir? Comment pourrait-il y avoir de la place pour l'incertitude? Alors bien sûr, il arrive, et on le sait aussi dans nos représentations communes, il arrive qu'il y ait des incertitudes. Mais dans ces représentations communes, quand il y a des incertitudes, quand par exemple le droit nous présente quelque chose que nous ne trouvons pas juste, ou quand, on le sait quand on a affaire parfois dans la pratique au droit, quand la solution qui nous est donnée par le juge n'est pas celle que nous attendions ou celle que nous considérions normale ou celle que notre avocat nous avait laissé croire que nous pourrions obtenir. Notre jugement n'est pas un jugement sur le droit, il est un jugement sur la qualité du droit. Nous avons tendance à dire, si le droit n'est pas sûr, si nous avons des incertitudes à propos du droit, c'est parce que c'est du mauvais droit. Il a été mal fait, il a été mal appliqué, il a été peut-être appliqué par des personnes qui ne comprenaient rien à la question du point de vue juridique, mais nous ne remettons pas en cause la qualité du droit lui-même, nous mettons en cause, conjoncturellement, certaines de ces manifestations. Bien sûr aussi, dans les représentations communes, nous voyons qu'il y a une forme d'inflation. Un de mes collègues nanterrois parlait de kaléidoscope législatif ou inflation législative. Il y a de plus en plus de choses dans le droit, il y a de plus en plus de textes, de plus en plus complexes, de plus en plus compliqués. Essayez d'ouvrir un code fiscal, par exemple, vous risquez d'avoir un peu mal à la tête. De plus en plus de choses très compliquées.
Mais quand nous regardons ça, nous avons tendance à dire aussi, mais si le droit change, s'il se complexifie, s'il a l'air comme ça de devenir de moins en moins saisissable, c'est parce que la société évolue. La société devient plus complexe, elle pose des nouveaux problèmes, et il est normal que le droit s'adapte. Et puis après tout, il y aura des professionnels qui, eux, savent et qui nous aideront, qui nous guideront sur ces terrains du droit ou sur ces terrains mouvants du droit. Alors finalement, quand on regarde ces représentations communes, le droit, ça se présente comme des textes codifiés, ordonnés. On parle d'ailleurs d'ordre juridique ou d'ordonnancement juridique, donc comme des choses qui sont bien rangées comme dans des bibliothèques et où on pourrait trouver du savoir et qui se présenterait comme un savoir. Alors ça, c'est l'image, comme le disait Alexandre Viala, du droit qui se donne à voir, du droit qui se présente comme cela. Et il y a sans doute des raisons sociales, psychologiques qui nous amènent à considérer le droit comme ça, mais on peut voir, ou on peut essayer d'avoir un autre point de vue sur le droit. Alexandre Viala faisait allusion à la phrase « Nul n'est censé ignorer la loi ». Finalement, on pourrait prendre peut-être cette phrase comme le fil rouge de ce que je vais essayer de dire. C'est pas exactement en ces termes que dans le droit positif français on trouve la phrase. Mais disons, l'idée principale, nul n'est censé ignorer la loi, pourrait un petit peu structurer ce que je veux essayer de vous présenter. Je travaille dans une discipline, comme l'a dit Alexandre Viala, qui est la théorie du droit, qui est une discipline qui est extrêmement austère, extrêmement rigoureuse, qui n'a guère l'occasion d'être connue en dehors du champ très restreint de ses spécialistes. Mais dans cette discipline, nous nous interrogeons justement sur ces représentations communes. Pas parce que nous les étudions, nous ne sommes pas des sociologues ou des spécialistes de l'opinion, mais parce que, d'expérience souvent, quand on fait des études de droit, parfois pour d'autres raisons plus théoriques ou philosophiques, nous nous demandons ce qu'il peut y avoir de sûr, de certain dans le droit. Nous nous demandons, est-ce qu'il est possible de connaître quelque chose du droit, sur le droit ou avec le droit? Les principales questions que nous avons, c'est où se situe ici le savoir? En quoi cette discipline est une discipline qui a trait au savoir? Quelles sont les conditions de possibilité d'un savoir? C'est-à-dire, si nous admettons que nous ne pouvons pas tout savoir sur le droit, qu'est-ce que nous pouvons savoir? Et enfin, quelles sont les méthodes d'un savoir sur le droit? Comment pourrait-on parvenir à une connaissance de droit? Alors il faut peut-être que je commence par préciser ce que j'entends ici par savoir, c'est-à-dire ce que les théoriciens du droit en général entendent par savoir. L'idée d'un savoir incertain, c'est quelque chose qui nous est totalement étranger. En réalité, nous avons une conception extrêmement exigeante du savoir. Ce qui nous intéresse, c'est la possibilité d'un savoir de type scientifique. Est-ce que le droit peut être une science ou est-ce qu'il peut y avoir une science autour du droit? Par scientifique, j'entends une démarche qui obéit, avec les particularités de la discipline, mais qui obéit malgré tout à ce que, très généralement, on comprend comme une démarche scientifique, c'est-à-dire un type de savoir du même ordre que le savoir que peut proposer un médecin, un géographe, un physicien. Quelque chose finalement qui a à voir avec la vérité scientifique des propositions que l'on tient. Nous avançons quelque chose sur le droit, ou le droit avance quelque chose. En quoi cela est vrai? Comment peut-on savoir que c'est vrai? Comment peut-on montrer que c'est vrai? Et qu'est-ce qui peut être vrai dans cette histoire? En ce sens, donc, il y a d'autres types de savoirs qui sont envisageables et que je ne traiterai pas ici. Je pense qu'il pourrait y avoir d'autres conférences qui pourraient les aborder. Par exemple, un savoir pratique, le savoir des professionnels du droit. Mon objectif n'est pas d'expliquer que les professionnels du droit ne savent rien. Ils savent beaucoup de choses et ils savent sans doute l'essentiel pour nous, c'est comment parvenir à un résultat dans un système que nous maîtrisons mal. Et c'est peut-être pour ça que nous avons besoin des professionnels de droit. Mais ce savoir-là, c'est un savoir-faire, c'est un savoir pratique, ce n'est pas du même ordre qu'un savoir scientifique. De la même manière, ce qui nous intéresse assez peu, c'est un savoir spéculatif, un savoir métaphysique ou
Un savoir qu'on appellerait philosophique si on oublie quand même que depuis plus d'un siècle, la philosophie a subi des grandes interrogations et qu'avec la philosophie analytique, elle s'est beaucoup rapprochée des sciences. Mais disons, le savoir philosophique traditionnel sur les grandes questions, justement ces questions auxquelles on ne peut pas répondre par c'est vrai ou c'est faux. Donc ce sont là des questions que je laisse de côté, mais elles sont évidemment importantes. J'y reviendrai à la fin de mon intervention. Elles sont importantes quand on veut savoir le droit. Parce que nous demandons souvent au droit de nous apporter des réponses à des questions que la science ne pourra jamais trancher, mais qui pratiquement sont assez utiles pour nous comporter, pour faire comme dit le droit. Qu'est-ce que je dois faire dans une situation donnée? Pourquoi faut-il que j'obéisse au droit? Ça, c'est le genre de questions que les théoriciens du droit laissent de côté, parce que nous savons que ces questions n'ont aucune réponse qui puisse être une réponse de type scientifique. Donc finalement, sont éternellement en débat, relèvent de l'éthique personnelle de chacun, de sa culture, de sa philosophie, j'allais dire civilisation, mais là on va glisser, en tous les cas, de choses extrêmement importantes, mais qui ne sont pas scientifiquement décidables. Alors si on s'en tient à cette vision restrictive du savoir et exigeante du savoir, il est possible de résumer en 3 idées ce que disent ceux qui travaillent sur la théorie du droit et ceux qui se posent la question de quel est le rapport entre le droit et le savoir. 3 idées qui sont exprimées ici de manière un petit peu provocatrice. Elles sont beaucoup plus raffinées en réalité dans la théorie du droit, mais puisque l'idée était de discuter sur l'incertitude des savoirs, il fallait peut-être essayer d'utiliser cet artifice pour vous le présenter. Première idée, le droit n'est jamais le produit du savoir. Les règles de droit qu'on nous impose ou que nous adoptons obéissent à autre chose qu'à une démarche de savoir qui nous permettrait de dire le droit c'est ça, ou le droit ça doit être ça. Deuxième idée, le droit lui-même, quand nous en prenons connaissance, quand nous l'abordons, nous fournit un savoir qui pour le coup est très 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 incertain. Mais c'est peut-être un savoir. Troisième idée, il est possible, sous certaines conditions, d'avoir un savoir sur le droit qui soit un savoir qui obéisse à ces exigences de scientificité, mais ce savoir sera somme toute extrêmement limité et laissera dans l'ombre, sans doute, les questions les plus importantes. Alors le paradoxe que je voudrais tenir, et qui est le paradoxe de la théorie du droit, c'est que ces 3 affirmations, qui sont finalement des affirmations très pessimistes sur la question du savoir et du droit, constituent en elles-mêmes un savoir. C'est peut-être le savoir que les juristes peuvent offrir, en tous les cas que les théoriciens du droit. Je fais la différence entre théoriciens du droit et juristes parce que les juristes travaillent avec une autre conception du savoir. Mais en tous les cas, ce que les théoriciens du droit peuvent offrir, et ce savoir nous permet, le savoir sur notre incertitude, nous permet ensuite de faire toute une série de choses, aussi bien du point de vue scientifique que du point de vue pratique. Alors bien sûr, pour tenir ces 3 affirmations, pour pouvoir les justifier parfaitement, il faudrait fournir tout de suite toute une série de définitions, de concepts, de manière à savoir de quoi nous parlons. Parce que finalement, le droit, ce mot qui est au cœur de notre conférence ce soir, c'est quelque chose qui renvoie dans nos représentations communes et même dans la représentation des professionnels, à toute une série de choses variables. Il faudrait donc pouvoir affiner ces concepts, et je ne l'ai pas fait jusqu'ici, et je ne pourrai sans doute pas le faire dans le temps qui m'est imparti, parce qu'il faudrait travailler sur chacun de ces concepts longuement et donner des arguments. Pour partie d'ailleurs, la démarche que je vais adopter va permettre d'en clarifier, ou en tous les cas d'en saisir quelques-uns de manière plus rigoureuse, en tous les cas plus adaptée à ce que je vais essayer de faire. Ce que je vais essayer de faire ici, c'est simplement reprendre ces 3 affirmations et essayer de donner quelques mots d'explication, quelques exemples, et puis peut-être ensuite tirer quelques conséquences sur le savoir et sur autre chose à partir de ces 3 affirmations. Donc première affirmation, le droit n'est pas le produit d'un savoir. Alors, il est toujours de bon ton dans les conférences de faire un petit peu de culture générale et de citer des phrases latines. Je n'ai pas résisté.
pour vous montrer simplement que ce type de question n'est pas une question nouvelle, je n'ai pas résisté au plaisir de ressortir le vieux Cicéron. Et Cicéron nous disait « auctoritas non veritas facitius », c'est l'autorité et ce n'est pas la vérité qui fait le droit. De cette phrase de Cicéron, il ressort au moins que nous pouvons avoir deux conceptions du droit totalement différentes. Le juste, la vérité. Le fort, l'autorité. Et pour continuer dans la culture générale et dans les bons auteurs, un certain Pascal se posait la question de savoir comment on pouvait arriver à concilier le juste et le fort. Le passage, je ne vais pas vous le citer longuement parce qu'il est très long, il est extrêmement complexe, il mériterait des discussions, il a été déjà très très largement discuté, mais il mériterait des discussions beaucoup plus avant. Mais en substance, l'affirmation de Pascal in fine est de dire, comme nous n'avons aucun moyen de faire que le juste soit fort, alors il faut faire que le fort soit juste. Pessimisme ou réalisme. Alors deux conceptions, la conception du juste et la conception du fort. Pourquoi est-ce que les théoriciens du droit, comme Cicéron, comme Pascal, peut-être pas avec les mêmes raisons, retiennent l'idée que le seul concept de droit qui nous soit utilisable, c'est le concept de fort, le concept d'autorité. Tout simplement parce que le concept du droit comme justice est un concept extrêmement problématique du point de vue de la connaissance. Pour d'autres raisons, notamment politiques, idéologiques, etc., il peut être extrêmement utile de renvoyer le droit au juste. C'est un excellent argument rhétorique. Mais si nous nous plaçons sur le point de vue de la connaissance, nous avons un problème parce qu'il s'agit de définir le droit, non pas à partir d'un certain nombre d'éléments factuels, historiques, qui se présentent comme droit, mais à partir d'une conception a prioristique du juste. Nous avons besoin, pour pouvoir définir ainsi le droit, d'avoir une définition du juste et de la justice. Une définition qui reposerait plutôt sur l'idée que le juste en tant que tel est connaissable. Donc il y a quelque chose qui relèverait de la connaissance des valeurs. La question du juste n'est rien d'autre que la question du beau ou du bon. Toutes les valeurs et tous les couples de valeurs, juste, injuste, beau, laid, bon, mauvais, participent exactement de cette logique. Donc il faudrait pouvoir connaître en tant que tel ce que sont ces valeurs et, dans un deuxième temps, à partir de cette connaissance des valeurs, dire ce qu'est le droit ou dire ce qu'il doit être. Le droit est juste, donc ce qui n'est pas juste est le droit, et c'est quelque chose que bon nombre de juristes, tout au long de l'histoire et encore de nos jours, affirment. En nous disant par exemple, c'est ce qu'on appelle le courant juste naturaliste, ce qui se réfère à un droit naturel, quelle que soit d'ailleurs la nature exacte auquel renvoie ce droit. Droit qui existerait à l'état de nature, ça c'est une vision assez ancienne, ou droit qui correspondrait à la nature de l'homme par exemple. Tout ce que l'on peut dire sur l'existence en tant que telle des droits de l'homme. Ou bien alors, dans une version plus modérée, il s'agirait de dire le droit, ce n'est pas nécessairement ce qui est juste, mais le droit devrait être ce qui est juste. Et je sais ce qui est juste, donc je sais au moins ce que devrait être le droit. C'est à cette idée que renvoyait finalement la phrase de Pascal. Or, l'hypothèse de départ, qui est donc une hypothèse de connaissance directe des valeurs, et pour ce qui nous concerne dans le droit, de la valeur juste. Cette hypothèse est une hypothèse totalement incertaine, totalement invérifiée. Dire d'une chose, d'une action, d'un fait, d'un comportement qu'il est juste, suppose que juste soit une caractéristique de la chose, qu'il fasse partie de la chose, c'est-à-dire que le comportement en tant que tel, l'action en tant que telle, soit juste. C'est-à-dire que lorsque je connais la chose, je sais qu'elle est juste parce que cela fait partie de son essence, de ce qui le caractérise. Or, cette hypothèse, qui est une hypothèse philosophique, cette hypothèse philosophique a été très très largement contestée tout au long du XXe siècle, justement par la philosophie analytique dont je parlais tout à l'heure, et particulièrement dans le champ de la philosophie des sciences. Non pas du point de vue de la spéculation sur ce qui est juste, mais du point de vue de la possibilité de disposer de ces outils de connaissance. La valeur, selon cette philosophie,
est présenté de manière extrêmement caricaturale, la valeur, donc le juste, n'existe pas en tant que tel, ou en tous les cas n'existe pas comme caractéristique d'un objet, d'une action, d'un fait ou d'un comportement. La valeur, nous dit-on, et a priori c'est le point de départ que moi j'adopte également, la valeur, c'est ce qui traduit l'émotion de celui qui parle d'un objet. C'est une conception émotiviste. Les valeurs n'existent pas, elles n'existent pas dans l'objet dont nous parlons, elles existent chez nous quand nous parlons de l'objet. Quand nous disons qu'une action est injuste, ce n'est pas l'action en tant que telle qui est injuste, c'est nous qui portons un jugement de valeur. Nous avons un déplaisir par rapport à cette action, nous sommes révoltés par cette action, et nous disons que cette action est injuste. Juste, beau, bon, toutes ces valeurs ne traduisent donc que notre plaisir ou notre déplaisir, ce ne sont que des émotions, et donc nous ne pouvons pas les connaître autrement que comme nos émotions. Elles ne nous servent donc absolument pas de guide pour arriver à savoir ce qu'est le droit ou ce que serait le droit. Alors la connaissance du juste ne me dit pas ce que doit être le droit. Le droit est donc, c'est l'autre versant de la proposition de Cicéron, le droit est le produit non pas de cette connaissance du juste, mais le produit d'une autorité, le produit de la volonté d'une autorité. Les Allemands, particulièrement un des grands théoriciens du droit, Kelsen, disaient « Keine Command ohne Commander ». Il n'existe pas de règle, il n'existe pas d'ordre sans quelqu'un qui veuille la règle, sans quelqu'un qui commande la règle. Bien sûr, on peut nuancer cette vision qui est une vision extrêmement tranchée, parce que c'est une vision de distinction et que c'est avec ce type de distinction que généralement on travaille sur les questions de savoir. On peut nuancer cette vision en disant que la connaissance peut éclairer l'autorité. La volonté n'est pas forcément une volonté aveugle qui choisirait tout et n'importe quoi pour dire « voilà le droit que je veux ». Il est possible, il est probable, et il est sans doute souhaitable que celui qui décide qu'une règle doit être une règle de droit le fasse en ayant une certaine connaissance. Mais quand on dit c'est une question de volonté et c'est une question de volonté, non pas une question de connaissance, ce que l'on veut dire par là, c'est que s'il y a de la connaissance, d'une part, ce n'est pas la connaissance de ce qui est juste, c'est la connaissance d'autre chose. Quand un législateur adopte une loi, il ne sait pas ce que la loi est juste. Mais peut-être sait-il dans quelle société il adopte cette loi, quels sont les objectifs qu'il cherche à atteindre, quels sont les meilleurs moyens que lui conseillent les experts pour atteindre ces objectifs, etc. Donc la connaissance ne porte pas sur l'idée même de droit, mais sur le contenu précis d'une norme. Et par ailleurs, cette connaissance n'est jamais qu'une connaissance conjoncturelle. Il est possible, il est probable, il est souhaitable que la connaissance puisse éclairer le législateur. A contrario, il est possible, il est probable, il n'est peut-être pas souhaitable, mais il est possible et il est probable que cette connaissance ne l'éclaire pas, ou qu'il ne s'en serve pas. Nous n'avons aucune garantie, puisqu'il s'agit d'un acte de volonté, d'une autorité, une autorité juridique, une autorité politique, reconnue en tant que telle. Le droit est donc un produit de décision. Pourquoi ? Parce que, de ce point de vue-là, le droit, il est indécidable scientifiquement. Il est indécidable scientifiquement, nous ne pouvons pas dire ce qui est juste, donc nous ne pouvons pas dire voilà ce que doit être le droit. Nous décidons des choses dans un champ dans lequel il n'y a pas de critères scientifiques de vérité. Ça s'appelle tout simplement de la politique. Et c'est pas sale. C'est assez normal que dans des sociétés un peu complexes, et dans les autres aussi, il y a une séparation entre ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas. Pour ce que l'on sait, il y a la science. Pour ce que l'on ne sait pas, il y a la politique. Et je crois que cette idée de non-connaissance des valeurs est peut-être la meilleure des justifications de la démocratie. Quand nous ne savons pas en vérité ce qui doit être le droit, alors il n'est peut-être pas totalement anormal d'aller rechercher dans un processus démocratique la décision de la majorité. C'est en tous les cas un des arguments qu'utilisait Kelsen, ce théoricien du droit autrichien, pour expliquer à la fois qu'il fallait essayer de faire de la science du droit, et pour dire qu'elle serait très limitée, et pour dire, et pour le reste, faisons bien de la politique, et faisons une politique dans le cadre d'une démocratie.
Deuxième idée, le droit n'est donc pas le produit de la connaissance. Le droit nous fournit un savoir, sans doute, mais un savoir très incertain. Dans nos représentations communes, au moins dans des pays qui ne sont pas des pays de tradition anglo-saxonne, parce que les représentations sont un petit peu différentes, même si sur le fond ça ne change pas grand-chose. Dans nos représentations communes, le droit, c'est la loi. Bien sûr, nous savons que ce n'est pas que la loi, le droit. Il y a d'autres choses. La Constitution, les traités internationaux, y compris les traités internationaux qui portent constitution, c'est-à-dire, pour le dire simplement, la construction européenne et tous les textes qui peuvent émaner de l'Europe. L'administration, les contrats que nous sommes amenés à signer. Tout ça fait sans doute partie du droit. Mais dans nos représentations communes, en tous les cas, le droit, c'est, disons, un texte, ou des textes. Il y a un aspect de narration dans le droit, il y a un aspect qui nous fournit un travail linguistique et que nous nous représentons autrement que comme un travail linguistique, mais quand on le ramène à ce sur quoi nous travaillons, bah c'est du langage. Hein. On lit des textes, on produit des textes et on discute des textes. Donc toute l'activité juridique se fait autour du langage. La question est de savoir si un texte peut nous fournir un savoir. Est-ce que, à partir de la connaissance de textes, nous pouvons connaître quelque chose? Alors, j'imagine que vous avez dû avoir, peut-être dans le cadre de ces conférences, toute une série de regards de la part de linguistes ou de spécialistes de critique littéraire. C'est pas beaucoup plus simple en droit, malgré tout. Nous avons cet objet qui est des textes. Et nous travaillons avec des textes exactement comme le font d'autres personnes qui travaillent avec des textes comme des spécialistes de littérature. Ça ne veut pas dire que nous ayons les mêmes types d'interprétations, mais nous avons nous aussi nos problèmes d'interprétation. Pour que les textes puissent nous fournir un savoir, il faudrait que nous puissions avoir de la clarté, de l'assurance, de la certitude sur deux types de questions. Peut-être d'autres, mais j'en retiens au moins deux. D'abord, quelle est la signification de ces textes? Lorsque nous parlons de droit, même si nous imaginons les textes, et même si on apprend souvent à nos étudiants, voilà, c'est des textes, c'est des hiérarchies de textes, etc., nous parlons en réalité de règles, nous parlons de normes, c'est-à-dire de prescriptions. On nous dit ce qui doit être. La règle ou la norme, ce n'est pas le texte. La règle ou la norme, c'est une signification spécifique d'un texte. Une signification spécifique, peut-être plusieurs significations spécifiques. Mais ce n'est pas le texte, et il faut arriver, pour connaître le droit, pour dire que nous avons une connaissance par le droit, il faut arriver à faire ce saut, et comprendre qu'il faut faire ce saut, entre le texte et ce qu'il signifie juridiquement. Pas ce qu'il signifie pour une lecture commune, ce qu'il signifie juridiquement. Nul n'est censé ignorer la loi. Eh bien, si nous le prenions comme une description de l'état du monde, je ne suis pas sûr que nous ayons beaucoup d'arguments qui nous permettraient de dire voilà, tout le monde remplit bien ce que prescrit ce texte, et effectivement, tout le monde a une connaissance du droit ou de la loi. La signification de ce texte, elle est sans doute à chercher un peu ailleurs. Mais quand on commence à chercher cette signification, on va rencontrer des difficultés. Par exemple, nul n'est censé ignorer la loi. Pour un juriste, ça peut vouloir dire deux choses totalement différentes, et dont il n'est pas sûr que chacune de ces choses soit du droit. Pour déterminer si c'est du droit, il faudra d'autres opérations ensuite. Par exemple, nul n'est censé ignorer la loi peut vouloir dire que personne n'est admis à présenter une excuse d'ignorance pour justifier un fait qui serait puni par la loi. Donc je ne peux pas dire « je ne savais pas que c'était la loi et donc je n'ai pas voulu violer la loi ». Nul n'est censé ignorer la loi, vous deviez le savoir. On sait sans doute que vous ne le saviez pas, c'est pour ça qu'il y a cet adage-là, et vous n'êtes pas entendu quand vous utilisez cet argument.
Mais nul n'est censé ignorer la loi peut être, par un juriste, interprété d'une manière tout à fait différente. Nul n'est censé ignorer la loi, ça devient un objectif assigné au législateur. En tant que législateur, il vous appartient de faire une loi qui soit dotée d'un certain nombre de caractéristiques qui fassent que chacun puisse connaître la loi. Donc, vous devez faire des lois claires, précises, peut-être justifiées, etc. Et quand je vous parle de ces deux significations, ce sont quand même des choses qui ont un lien avec l'état du droit français actuel. L'excuse d'ignorance de la loi n'est pas admise par les tribunaux. Quant à l'exigence de clarté, le Conseil constitutionnel, de temps en temps, rappelle au législateur que sa loi est mal faite et donc ne la valide pas du point de vue constitutionnel parce qu'elle n'a pas des qualités de clarté ou d'accessibilité. Alors il n'utilise pas l'argument pour que nul ne puisse invoquer son ignorance de la loi, mais c'est le même type d'idée. Donc le premier problème qui se pose pour que le droit nous offre une connaissance, et ensuite je vais revenir sur d'autres exemples là-dessus, c'est ce problème de la signification ou des significations. Les textes, en tant que tels, ne nous disent rien. Il nous faut chercher ce qu'ils veulent dire. Puis la deuxième question qui peut poser problème, c'est que les textes de droit ne sont pas seulement des textes de droit, ou, en tous les cas, ils ne sont pas faits uniquement pour servir de texte de droit. Quand on adopte une loi, il y a sans doute la volonté de créer du droit, donc de donner des normes, de donner des règles et de fixer finalement un certain nombre de prescriptions, donc pour un usage juridique, mais il y a beaucoup d'autres choses qui sont en jeu. Des choses politiques, par exemple. On fait des lois parfois, non pas pour régler des situations juridiques, mais pour lancer un message à l'opinion. Pour dire, vous voyez, on s'occupe de vos problèmes. Donc on fait une loi. C'est assez curieux d'ailleurs de voir qu'un certain nombre de lois qui sont faites ne sont pas appliquées et ne sont même pas applicables. On ne prend pas les autres textes qui sont nécessaires à leur application. Alors qu'est-ce que pourraient nous apprendre les textes et qu'est-ce que pourrait nous apprendre le droit ici? Ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que les textes de droit remplissent plusieurs fonctions et ils cherchent des efficacités sociales par exemple, sur des terrains qui sont des terrains différents. Alors ça complique évidemment le savoir que nous pouvons avoir à partir de ces textes et du droit. Alors je vais revenir rapidement sur ces deux idées. Tout d'abord l'idée que la norme, c'est une signification, et donc que ce n'est pas le texte qui va nous apprendre quelque chose du droit, mais que c'est les significations du texte. Plus précisément, on dit, dans le domaine de la théorie du droit, qu'une norme, c'est une signification prescriptive d'un énoncé, d'un texte, qui a été produit conformément à une règle, c'est-à-dire une signification prescriptive d'un énoncé. Le problème sur lequel bute la théorie du droit, c'est que quand elle travaille cette question-là d'un point de vue simplement linguistique, elle est pratiquement impossible de trouver la signification du texte. Même si on le limite à la signification prescriptive, en laissant les autres significations de côté. Mais même du point de vue de la signification prescriptive, les juristes peinent à dire ce texte a une signification qui est claire et qui surtout est unique. Nous avons même assez fréquemment des cas dans lesquels des textes, y compris parmi les textes les plus importants que nous connaissons, ces textes peuvent avoir plusieurs significations totalement incompatibles entre elles. Je vais prendre un exemple. Tu parlais des années 80, Alexandre, et de Roland Dumas et de Robert Badinter. On va rester à peu près dans cette époque, non pas parce qu'il n'y a pas des exemples les plus récents, mais parce que celui-là est tellement beau, il a tellement fait discuter les juristes qui ont rempli des pages de manuels, des pages dans Le Monde, des minutes à la télé pour nous expliquer ce que voulait dire le texte. 25 ans après, on ne sait toujours pas ce que veut dire le texte. L'article 13 de la Constitution française, et je n'ai pas cherché un texte qui soit un texte peu important, c'est considéré comme au sommet de nos textes juridiques, au sommet de nos normes, c'est ce qui
permet de dire que le reste est du droit pour un jury. Si nous n'avons pas la Constitution, nous ne pouvons pas dire que le reste est du droit. Alors prenons l'article 13. L'article 13 est écrit de la manière suivante, en tous les cas dans le début de l'article, celui que je veux discuter, pas dans son intégralité. Le président de la République signe les décrets et ordonnances délibérés en Conseil des ministres. Voilà un texte intéressant. Qu'est-ce que peut bien vouloir dire ce texte ? Généralement, tant qu'on n'a pas un problème pratique, on ne le sait pas et on s'en moque un petit peu. C'est dans la Constitution, c'est très bien. Ça parle des pouvoirs du président de la République. Pouvoir ou obligation ? On ne sait pas trop. Bon, disons les pouvoirs du président de la République. Simplement, il s'est trouvé, à un moment de notre histoire, que ce texte a posé de sérieux problèmes politiques. C'était au tout début de la première cohabitation. François Mitterrand était président de la République, Jacques Chirac a été nommé Premier ministre, et dans le programme de Jacques Chirac, il y avait le détricotage de ce qu'avait fait le gouvernement socialiste de 81 à 86. Et alors, pour aller vite, la nouvelle majorité parlementaire a dit on ne va pas faire les discussions législatives parlementaires habituelles pour passer par les lois, on va utiliser la voie des ordonnances, qui est un moyen de faire la loi par le gouvernement, sous réserve d'un contrôle et d'une validation ensuite du Parlement. Tout ça était assez clair du point de vue politique. Simplement, François Mitterrand a dit « Moi, je suis président de la République, et en tant que président de la République, j'assume aussi l'héritage de ce que nous avions fait, et je ne signerai pas ces ordonnances. » Conflit politique au sommet de l'État. Alors évidemment, la question, dans une démocratie, dans un État de droit, dans un pays qui fonctionne bien, la question doit se régler par le droit. Donc il faut savoir ce que nous dit le droit, connaître l'exigence du droit. Et alors là, on s'est mis à phosphorer, qu'est-ce que peut bien vouloir dire cette phrase ? C'est intéressant cette phrase. Elle n'est pas écrite sous la forme d'une prescription. C'est une description. En tous les cas, c'est une phrase qui est écrite à l'indicatif. Le président de la République signe. Il faut transformer ça en prescription. Mais nous pouvons le transformer en deux types de prescriptions différentes. Le président signe peut vouloir dire il est obligé de signer, il a l'obligation de signer. Donc, il n'a pas la possibilité d'apprécier et il n'a pas la possibilité de refuser. Ou alors, on peut interpréter la chose de la manière suivante. Le président de la République a la faculté de signer. Et pourquoi mettrait-on ce genre de phrase dans la Constitution ? Pour une raison qui serait de dire tout simplement que si une ordonnance n'était pas signée par le président de la République, alors cette ordonnance ne serait pas valide et ne ferait pas partie du droit. Voilà deux interprétations d'un texte simple, qui est au plus haut sommet de notre ordre juridique, qui vont totalement dans un sens différent lorsqu'il s'agit de régler le problème pratique. Qu'est-ce que doit faire le président de la République ? Alors, on a sorti l'artillerie lourde. On a dit, s'il ne signe pas, c'est une haute trahison, il viole la Constitution, etc. Ça s'est réglé très pacifiquement parce que la majorité parlementaire a compris que plutôt que d'aller discuter sur ce terrain, il valait mieux adopter des lois. Comme ils avaient la majorité, les lois sont passées et le président a signé les lois sans difficulté. Donc on n'a pas eu de problème politique. Mais du point de vue de ce que signifie ce texte, donc du point de vue du savoir que nous donne la Constitution sur le droit, 25 ans après, la question reste posée. Je crois que personne ne peut dire exactement quelle est la signification de ce texte, parce que les deux lectures sont également possibles, et puis parce que par ailleurs, personne n'a eu à décider avec autorité de justice ce que devait être la signification de ce texte. Alors ici, comme vous le voyez, le savoir, il existe. Je peux vous proposer deux prescriptions, mais ce savoir est extrêmement incertain. Comment après ça voulez-vous regarder le droit à l'endroit et croire que le droit nous indique clairement ce que nous devons faire et que nous pouvons, à partir du droit, savoir ce que nous devons faire. Et puis, il y a cette idée de la pluralité des fonctions des textes. La pluralité des fonctions des textes, c'est ce que je disais, pourquoi fait-on une loi ? On fait une loi, on fait parfois aussi un contrat, un règlement, un traité international, peu importe. Je prends la loi comme l'idéal type. On fait une loi pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'effectivement, on veut dire ce que doit être le droit applicable.
Donc on crée du droit, on fait du droit. Mais on fait aussi des lois pour adresser ce que les théoriciens du droit, réalistes en tous les cas, appellent des directives pratico-morales. C'est-à-dire, pas forcément quelque chose qui relève du droit, mais quelque chose qui relève plus de la morale. Nous indiquer le bien, le mal, en espérant, et c'est un espoir qui est assez souvent nourri parce que ça marche. Ne me demandez pas pourquoi, ça c'est un travail de psychologue peut-être pour le comprendre, ou de sociologue, mais ça marche, en espérant que le message moral que l'on fait passer sera suffisant pour qu'on n'ait pas besoin de recourir trop souvent à la norme juridique. Et les lois, ça marche beaucoup à ça. C'est-à-dire que quand on nous dit, par exemple, si vous fumez dans un lieu public, vous êtes puni de telle amende, bah, la première chose que constate un sociologue, c'est que la plupart des gens ont arrêté de fumer dans les lieux publics. Peut-être qu'ils ont peur de l'amende, j'en sais rien. Mais en tous les cas, on n'a pas fait jouer le mécanisme qui était prévu par la règle de droit. Parce que ça a cette fonction pratico-morale. Et puis, comme je disais aussi, on peut faire des lois tout simplement pour faire de la politique. Pour faire de la politique peut-être au sens un peu moins noble. Disons pour faire de l'action politicienne, pour nourrir l'opinion de messages, pour lui dire qu'on s'occupe d'un certain nombre de choses. Mais ces lois sont peu appliquées, sont peu applicables. Et alors très souvent, c'est assez fréquent ces temps-ci, on fait une loi pour expliquer à l'opinion que c'est pas bien que le chien ait mordu la petite fille et donc il faut une loi contre les chiens. On met pas un décret d'application, il y a un autre chien qui mord une petite fille, on dit que la loi est insuffisante, et donc on refait une loi. Et on est dans un mécanisme infernal de production législative, mais dans lequel le juriste ne retrouve jamais ses petits, parce que le juriste ne retrouve jamais les textes qui viennent ensuite permettre d'appliquer la loi. Donc on est dans une autre fonction. Mais tout ça, ça fait partie du droit, et même un texte qui sera le mieux réfléchi possible a au moins ces trois fonctions. Une fonction normative, donc effectivement régler des questions de droit. Une fonction morale, de directive morale, et qui permet d'éviter que trop souvent on ne doit faire appel au droit. En tous les cas, ce qui est prévu dans la loi comme étant le droit. Et puis sans doute des objectifs politiques beaucoup plus particuliers, beaucoup plus situés, qui sont ceux recherchés par ceux qui adoptent la loi. Alors évidemment, quand on s'interroge sur le savoir que nous offre ici la loi ou le droit, c'est très compliqué, parce que ces textes ne s'adressent pas aux mêmes personnes. En réalité, la partie la plus juridique, si je pouvais décomposer ainsi les choses, la partie normative, elle s'adresse essentiellement aux professionnels du droit, c'est-à-dire à ceux qui vont donner des conseils dans la perspective éventuellement d'une action contentieuse et en définitive à celui qui devra trancher l'action contentieuse, au juge. En revanche, la directive pratico-morale ne s'adresse pas aux juristes professionnels, elle s'adresse aux citoyens, elle s'adresse à ceux qui sont sous le coup de cette loi, qui tombent sous le coup de cette loi, en essayant de leur faire passer ce message. Et quant au message politique, bah, c'est évidemment encore à une autre catégorie de personnes que ça s'adresse. Ça ne transmet pas un message du même type. Le message adressé aux juristes, c'est un message très normatif, très technique. Voilà ce qui doit se passer. Le message moral est un message beaucoup plus large. En gros, ça c'est bien, en gros, ça c'est mal. Quant au message politique, ben, vous le voyez très bien, il s'agit de dire, on s'occupe de vous, n'oubliez pas de voter pour nous aux prochaines élections. L'efficacité ne se mesure pas de la même manière. L'efficacité normative technique, elle va être vue dans la complexité des mécanismes de droit, dans la pratique du droit, comment on peut arriver à soulever un certain nombre de questions, quels sont les problèmes qu'on rencontre dans l'application. L'efficacité morale, si en gros le message est compris, socialement, on pourra mesurer ce type d'efficacité. Et donc le savoir qui nous est fourni n'est pas du même ordre. Le savoir qui est offert aux juristes par la loi et qui est recherché par la loi va être un savoir qui se veut très normatif, qui se veut très technique. Le savoir qui est recherché par une directive pratico-morale, par exemple, il relève beaucoup plus d'un champ idéologique qui échappe à ce qui ressemblerait à de la connaissance. Alors j'avais noté, ça peut être une illustration, un exemple de loi qui fonctionne un petit peu comme ça.
Il faisait très froid il y a quelques années, notamment autour du canal Saint-Martin à Paris, et on en a profité pour médiatiser un véritable problème, qui est le problème du logement en France, et qui est un problème certain, radical. Et puis, cette médiatisation a été aussi l'occasion de médiatiser un slogan. Nous avons en France un droit au logement, mais ce droit au logement n'est pas terrible, parce que personne n'arrive à accéder à un logement quand il en a besoin, donc il faut faire quelque chose. Nous avons eu la réponse. La réponse, elle avait été proposée préalablement par quelques commissions, elle a été proposée par ceux qui ont fait l'action du canal Saint-Martin, mais elle a été surtout relayée par les politiques. Votre droit au logement ne marche pas, ne vous inquiétez pas, nous avons ce qu'il vous faut. Le droit au logement opposable. Bon, là autre chose. On pensait qu'en droit c'était opposable, mais non, voilà qu'on avait des droits non opposables et des droits au logement non opposables. Si on décortique les fonctions de cette loi, c'est extrêmement intéressant. Si on décortique en disant quand même ce que nous avons adopté. Nous avons adopté un système dans lequel ceux qui ne peuvent pas obtenir un logement de la part des personnes publiques, de l'État, des collectivités territoriales, etc., peuvent, après une procédure relativement longue et complexe, obtenir quoi? La condamnation de la personne publique à verser une certaine somme sur un fonds qui va être destiné à faire des politiques de logement. Et éventuellement, parce qu'on a un peu travaillé cette question, une petite indemnisation. Autrement dit, elles n'obtiennent ni un logement, ni les moyens d'accéder à un logement, parce que les raisons pour lesquelles des personnes ne peuvent pas accéder à un logement ne tiennent pas au fait d'avoir 5 000 ou 10 000 euros de plus en une seule fois. Il y a toute une série de questions sociales, de discrimination, des problèmes économiques et des problèmes de manque d'offres dans le privé et dans le public qui sont en jeu. Mais si on décortique la loi, on nous dit, et ça c'est le message politique, on nous dit on fait quelque chose. Nous avons conscience que le droit au logement ne marche pas, donc nous faisons un droit au logement opposable, nous vous apportons une réponse. Et c'est ce que l'opinion a retenu. Parce qu'après les grandes pages sur la revendication, après les moyennes pages sur l'adoption de la loi, on a eu les entrefilés sur le fait que ça ne fonctionnait pas. Mais la communication n'est plus la même. On nous dit ensuite, et ça c'est ce qui participe de l'idéologie et de la directive pratico-morale, on nous dit ensuite, pour répondre au problème du logement, il faut aller taper sur celui qui est responsable. Et celui qui est responsable, c'est l'État. Et ce sont les collectivités territoriales. Tout le mécanisme est dirigé pour dire, si vous n'avez pas un logement, vous vous retournez vers l'État et les collectivités territoriales et vous obtenez un logement de leur part, ou alors il y aura cette procédure de sanction et indemnisation. Tout le parc privé est laissé de côté. La question, qui n'est quand même pas une question totalement idiote, ni en 2007, ni de nos jours avec la spéculation, la question de la spéculation immobilière est laissée totalement de côté. Et puis, du point de vue purement technique, on n'a pas mis en place des moyens pour permettre aux personnes d'accéder à un logement. On a mis en place ce petit mécanisme qui fait que des sommes publiques sont versées sur un fonds, dont on verra ce qu'il en adviendra, et on peut éventuellement avoir une indemnisation. Le droit au logement, tout court, même pas opposable, il est où là-dedans? Eh bien, ce mécanisme de loi, j'ai pris cette loi, c'est une loi qui a été prise par l'actuelle majorité, j'aurais pu faire la même chose avec certaines lois ou d'autres lois qui ont été prises par des majorités précédentes. Ce n'est pas nécessairement un jugement politicien. C'est un jugement, une analyse de la manière dont fonctionne le droit. De ce point de vue-là, le texte nous offre quasiment aucun savoir. Nous ne savons rien sur le droit au logement, nous ne savons rien sur ce qu'il faut faire pour obtenir un logement. Nous avons simplement un texte qui a une capacité et une fonction inversement proportionnelle à sa normativité. C'est peu normatif et c'est politiquement efficace. Et c'est sans doute une des choses qui est extrêmement présente dans le droit. Alors, évidemment, il y a une remarque. Si le droit à l'endroit fonctionne, c'est parce que cet envers n'est pas vu, et il est sans doute, j'allais dire bon, je ne sais pas si c'est une histoire de montée, mais en tous les cas, il est sans doute dans la nature du droit d'être comme ça.
ce n'est pas un problème de mauvais droit, c'est que l'ensemble du droit doit fonctionner comme ça. Il fonctionne beaucoup plus en réalité quand on ne le mobilise pas juridiquement, parce qu'il fonctionne beaucoup plus sur le terrain de l'idéologie et du politique. Troisième question, rapidement parce que je vois que je suis très long, le savoir sur le droit illimité. Alors ici, la question, c'est la question qui n'est plus la question de est-ce que le droit nous apprend quelque chose ou est-ce que le droit est le produit d'un savoir quelconque. C'est la question de l'observateur, celui qui regarde le droit à l'envers, de l'observateur qui se dit mais moi je voudrais savoir ce qu'est le droit. Et comment je peux faire? Est-ce que je peux avoir une connaissance scientifique? Alors je parlais tout à l'heure de savoir en termes de science en disant s'il y a une science du droit, elle sera nécessairement, parce qu'elle est une science qui participe de la même logique que n'importe quelle autre science. Et notamment, exactement comme les autres sciences, cette science doit construire son objet, c'est-à-dire doit dire ce qu'elle peut appeler droit, qui n'a peut-être rien à voir avec les représentations communes, mais ce qu'elle peut appeler droit, qu'elle est capable de décrire comme existant, et, encore mieux, de vérifier et de démontrer comme existant ainsi. Tout le travail de la théorie du droit ici vise donc à la fois à essayer d'expliquer ce que nous pouvons connaître, et donc de limiter le droit à cet objet-là, à cette partie-là des représentations communes, et de nous dire comment nous pouvons le connaître. De ce point de vue-là, il y a deux stratégies possibles. Deux stratégies d'ailleurs qui sont concurrentes, qui nous disent des choses différentes, et qui construisent deux objets de droit différents. Donc nous pouvons connaître scientifiquement du droit, mais nous avons deux objets différents que nous pouvons appeler droit, et ces deux objets, vous allez le voir, ne correspondent plus véritablement avec les représentations communes. La première idée, l'idée que j'appellerais peut-être l'idée dominante chez les théoriciens du droit, c'est de considérer qu'il y a une connaissance scientifique possible des normes idéales. Qu'est-ce que je veux dire par norme idéale? Je veux dire que je vais schématiser, donc ça fait toujours quelque chose qui est un peu effrayant, mais en réalité, les juristes fonctionnent vraiment comme ça. L'idée, c'est que pour les juristes, et à mon avis pour plein d'autres personnes en dehors des juristes, mais en tous les cas pour les juristes, notre monde est double. Il y a une dualité du monde, une dualité ontologique du monde. Il y a un monde physique, factuel, le monde des faits, celui avec lequel travaillent les physiciens et tous ceux qui font la science de la nature. Et puis il y a un monde idéal. Philosophie, ça renvoie à Kant et toute une série de choses, le Sein, le Sollen, toute cette série de choses, et les juristes construisent beaucoup là-dessus. Quand on travaille avec des normes, comme le disait Alexandre, on a une feuille de papier, on a des signes sur les feuilles de papier, à partir de là, il faut qu'on trouve des normes. Des normes comme des prescriptions, ce que vous devez faire, des significations. Tout ça relève d'un monde qui est un monde idéal, pas un monde fantasmé. Ce qu'assument une grande partie des juristes, mais aussi une grande partie des philosophes, et à mon avis, sans l'assumer, une grande partie de nos concitoyens, c'est qu'effectivement, ces deux mondes constituent le monde dans lequel nous vivons, le monde physique et le monde idéal. Alors, dans cette logique-là, la norme est perçue comme une signification qui existe idéalement. C'est la signification d'un fait de réalité. Le fait de réalité, c'est, par exemple, le Parlement a adopté tel texte. Et donc, nous avons un texte. Et ce que l'on va chercher à décrire, c'est quelles sont les significations idéales de ce texte. Idéal, ce n'est pas celle que nous souhaitons. On est en dehors de tout jugement de valeur. Idéal, ça veut dire juste les significations qui existent comme le fruit d'une interprétation scientifique du texte. Autrement dit, la science, à partir de faits qui sont des faits des réalités et qui sont des textes, serait capable de décrire des normes, et elle les décrirait pratiquement en même temps qu'elle les produirait, par le jeu de l'interprétation. Alors, quelles sont les conséquences de cette approche? Première conséquence, la science du droit, ça n'a pas grand-chose à voir avec ce que font les juristes, généralement. La science du droit ici, c'est de la linguistique appliquée. C'est de la linguistique parce qu'il s'agit de travailler un texte pour chercher des significations,
Et appliquée parce que, évidemment, ces textes sont des textes juridiques, que ce qui intéresse les scientifiques du droit, ce sont des significations juridiques, et donc il y a des techniques d'interprétation, des méthodes d'interprétation, qui vont être des méthodes particulières. Deuxième conséquence, les scientifiques du droit décrivent ce qui existe, c'est-à-dire les significations d'un texte. Si le texte est obscur et qu'il est impossible de trouver sa signification, le scientifique du droit va vous dire le texte est obscur et je ne peux pas trouver la signification. Si le texte n'est pas obscur et que le scientifique du droit trouve 15 significations, le scientifique du droit vous dira le droit, c'est 15 normes qui sont contradictoires. Le président de la République peut signer les ordonnances ou le président de la République doit signer les ordonnances. Voilà une connaissance qui se veut scientifique et qui, dans la pratique, ne nous est pas d'une énorme utilité. Alors, je ne dis pas que c'est inutile, je crois au contraire que c'est extrêmement utile, y compris pour la pratique. Mais enfin, c'est quand même très très limité par rapport aux questions qu'on se pose généralement à propos du droit et au savoir que l'on attend du droit et du juriste. Par ailleurs, troisième conséquence, si les normes existent en tant que signification d'un texte, pour les scientifiques du droit, la seule interprétation est une interprétation strictement du texte. Et ça aussi, pour les juristes, c'est pas forcément facile à entendre. Les juristes sont habitués, quand ils ne comprennent pas un texte, à dire « je dois aller chercher les travaux préparatoires ». La volonté du législateur, et je fais un travail d'historien, pour essayer de comprendre, dans les travaux devant l'Assemblée nationale par exemple, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire. Les scientifiques du droit, de ce point de vue-là, vous disent « ça, c'est pas notre problème. Là, vous êtes en train de faire autre chose. » Nous, ce qu'on peut vous dire scientifiquement, c'est qu'est-ce qu'il a fait, même s'il n'a pas voulu faire ça. Même si ce qu'il a fait ne correspond pas à la volonté qu'il affichait, etc., la signification est ici la signification d'un texte, ce qui veut dire que ce n'est pas une signification de la volonté de l'auteur, et que ce n'est pas non plus une signification en contexte. En contexte, ça veut dire qu'on peut interpréter, et c'est ce que l'on fait dans la pratique du droit. On interprète les textes par rapport à une situation sociale. Les scientifiques du droit sont incapables de vous dire comment on doit interpréter un texte par rapport à une situation sociale. Prenons un texte assez simple. Non, il ne l'est pas du tout, mais il pourrait l'être. Le texte sur le mariage et la cérémonie de mariage dans le Code civil. Les époux se prennent pour mari et femme. Dans le contexte de 1804, quand le texte a été adopté, l'homosexualité n'était pas quelque chose auquel pensait le législateur, donc clairement sa volonté c'était le mariage hétérosexuel. Et dans le contexte historique et socioculturel de 1804, c'était aussi le mariage hétérosexuel. Mais à l'heure actuelle, le débat pratique, il pose sur la signification de mari et femme. Notez bien que ce n'est pas homme et femme, mari et femme. C'est-à-dire qu'on peut avoir une interprétation qui n'est pas une interprétation du texte, qui est une interprétation dans le contexte. Mais une interprétation qui vise à dire, mais attention, si on emploie le mot mari et pas le mot homme, c'est que ça ne renvoie pas à des différences biologiques, mais que ça peut renvoyer à des différences construites. Et toute la théorie du genre peut intervenir ici pour dire, il n'y a aucun problème de dire que le mari et femme, ça peut être un mariage homosexuel. Mais les scientifiques du droit vous disent, ça c'est possible, mais si vous faites ça, vous faites un travail de juriste, vous ne faites pas un travail de scientifique. Scientifiquement, ce que vous diront la plupart de ceux qui ont travaillé sur ce texte d'un point de vue scientifique, c'est que je ne sais pas ce que ça veut dire, à part qu'ils doivent prononcer la phrase selon laquelle ils se prennent pour mari et femme. Ça n'a pas véritablement de connaissance. Et puis, dernière question, dernière conséquence qui est un peu embêtante avec cette connaissance, à partir du moment où nous avons une connaissance des normes idéales, donc de ce qui se passe dans ce fameux deuxième monde, le monde des idées, nous nous interdisons la connaissance du monde des faits. Ce que décrivent ici, scientifiquement, ceux qui font de la science du droit, ce qui est le savoir qu'ils ont sur le droit, c'est donc un savoir sur la signification des textes et non pas un savoir sur l'application des textes. Quels sont les textes qui sont réellement appliqués? Quels sont les textes qui, socialement, nous structurent et quels sont les textes que nous rencontrons? Alors, c'est une connaissance tout à fait limitée à la signification des textes, c'est une connaissance qui laisse tout un champ libre à la sociologie, et par ailleurs, c'est une connaissance qui ne va pas être forcément d'un intérêt
ni pour le juge, ni pour l'avocat, ni pour le citoyen, parce que le citoyen, l'avocat ou le juge, ce qui l'intéresse, c'est pas forcément de savoir qu'un texte a 15 significations possibles scientifiquement, c'est de savoir quelle est la signification que je retiens, que j'utilise dans un cas concret. Et là, la science du droit vous dit, je ne sais pas. Je suis incapable de répondre à ça parce que je ne sais pas construire cet objet comme étude. Alors il y a une deuxième stratégie qui est possible, qui est la stratégie des réalistes, des empiristes dont parlait Alexandre Viala, et au rang desquels je me range, qui dit la description des normes idéales, c'est pas très intéressant. Si, ça a un intérêt. Ça peut avoir un intérêt, par exemple, pour savoir ce que politiquement un législateur a fait, pour savoir si le juge, cette fameuse bouche de la loi, est vraiment la bouche de la loi. Donc est-ce que la manière dont elle mobilise les textes correspond à ce que le législateur a fait? Ça peut avoir ce type d'intérêt. Mais c'est un intérêt assez limité parce que les réalistes ont la sale manie de dire que ce qui les intéresse, c'est les faits. À vrai dire, les réalistes les plus durs, dont je fais partie, pensent même que la connaissance dont parlent les autres scientifiques du droit, elle n'est pas possible. C'est-à-dire qu'elle est totalement invérifiable. Nous n'avons aucun moyen de savoir si les interprétations qui sont produites par ceux qui font ce type de travail sont des interprétations correctes ou pas. Et donc, pour nous, c'est même pas de la science. Alors, il nous reste les faits. Les faits, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une autre conception des normes, une conception qui n'est pas idéale, mais qu'on appelle une conception expressive. Je ne sais pas ce qu'est une règle de droit en tant que telle. Mais en revanche, je peux savoir, parce que ça renvoie à des faits, je peux savoir quelle est la règle de droit que telle autorité prétend avoir appliquée. Il est possible que cette règle de droit n'existe pas. Il est possible que cette règle de droit ne soit pas l'interprétation correcte d'un énoncé. Je ne dis pas que ça m'importe peu, mais du point de vue de la connaissance, mon critère pour dire qu'il y a une règle de droit devient factuel, empirique, donc vérifiable. Je dis qu'il y a une règle de droit à partir du moment où il y a une autorité juridique, et il y a une circularité ici, mais on reviendra peut-être là-dessus dans la discussion, à partir du moment où une autorité juridique a dit, pour donner une solution à ce litige, j'applique cette règle, avec cette signification. Ben moi, ça me suffit. Ça me suffit pour quelle raison? Ça me suffit parce que je ne pense pas qu'on puisse savoir beaucoup d'autres choses que ça. C'est-à-dire que savoir si la norme existe réellement, si ça a été bien appliqué, je ne crois pas que scientifiquement on puisse le déterminer. Mais en revanche, on peut savoir scientifiquement, parce qu'on peut se référer à des faits, quelles sont les règles qui sont appliquées, de quelle manière elles sont appliquées. Et d'une certaine manière, on peut faire l'hypothèse que si elles ont été appliquées de cette manière-là, elles seront réappliquées. Donc ça peut aussi peut-être me permettre un savoir pratique en faisant un pronostic qui est que, en gros, on devrait à peu près raisonner de la même manière chez les juristes par la suite. Mais c'est une connaissance qui est extrêmement limitée. Si je parle uniquement du point de vue de la connaissance, donc si je laisse de côté mon pari, mon pronostic, la science du droit que je fais à ce moment-là, c'est une science de type historique. Je fais l'histoire de la manière dont des normes ont été appliquées. C'est sans doute très intéressant, mais ce savoir, qui est certain, est extrêmement limité, et il laisse évidemment sur leur fin ceux qui ont un grand rêve de science ou de savoir, et puis aussi tous ceux qui espèrent ou pensent ou croient que le droit est quelque chose d'extrêmement sûr. Alors pour ne pas terminer sur cette note pessimiste, je voudrais simplement dire 2-3 choses. D'abord que même si volontairement, par rapport à la thématique qui vous retient dans cette série de conférences, j'ai axé sur la question de l'incertitude, je ne crois pas que ce savoir malgré tout soit inutile. J'ai toujours tendance à penser que seule la vérité est révolutionnaire, et donc qu'il est un peu nécessaire, si nous pouvons avoir ne serait-ce qu'une once de savoir, de commencer par s'assurer de ça. Après, on peut discuter sur tout le reste, mais au moins ça, si on peut le démontrer, c'est toujours quelque chose qui peut être utile et nous permettre de comprendre comment ça fonctionne.
savoir où sont les incertitudes, est assez, d'un point de vue pratique, est un assez bon moyen pour travailler. Ce qu'il faudrait sans doute faire, c'est arriver à développer, et là je me place essentiellement du point de vue qui est le mien, donc d'un point de vue réaliste, qui essaie de revenir sur des faits, et puis d'un point de vue un petit peu critique, il faudrait arriver à développer des savoirs communs, transdisciplinaires, pluridisciplinaires, essayer de travailler avec d'autres sciences. Finalement, je vous disais, ce que je fais, c'est de l'histoire. Mais ça peut être vu aussi comme une sociologie, et nous avons peut-être beaucoup à apprendre, et sans doute beaucoup à apprendre, de la sociologie en général, des sciences sociales, mais tout ça, Michel Miaille m'a demandé de ne pas en parler parce que ça fait partie notamment du sujet de la conférence qu'il vous donnera, donc je ne fais que l'annoncer, mais je crois qu'il est très important qu'on puisse avancer sur ce type de questions. Faire finalement du droit non plus une science dogmatique, ce qu'elle a échoué à mon avis à être, mais en faire une science sociale et l'aborder comme une science sociale. Il faudrait sans doute aussi convoquer des choses qui sont un peu moins scientifiques, mais sans doute intéressantes. L'économie. Il y a tout un courant qui se développe à partir des positions réalistes. C'est parce que les réalistes ont déconstruit le droit, l'ont regardé à l'envers, que ces courants ont pu se développer. Mais tout un courant d'analyse économique du droit qui dit finalement, puisque vous les juristes, vous n'avez pas de rationalité et de savoir à nous offrir, on va les regarder du côté de l'économie. Alors, on peut faire la même démarche vis-à-vis de l'économie que celle que je fais du point de vue du droit. Si c'est une science, c'est des mathématiques et de l'histoire. Pour le reste, le côté prévision, on est bien placé pour savoir qu'il ne faut pas trop y faire confiance. Mais l'économie du droit, c'est quelque chose qui se développe et qui peut permettre d'avoir un nouveau savoir, ou en tous les cas de rechercher de nouveaux types de savoirs. Évidemment, il faut aussi vraisemblablement prendre au sérieux la question politique. Dans tous les sens du terme. La vraie politique. Parce que si nous faisons reculer par rapport au droit la part du savoir, ça veut dire que nous augmentons la part du politique. Et il est de bon ton peut-être d'en avoir conscience, ne serait-ce que pour savoir quels sont les enjeux et savoir où il faut faire de la politique. Mais d'un point de vue plus universitaire, il y a tout un travail politique critique à faire et tout un travail sans doute de philosophie politique analytique, mais pour comprendre les questions de cohérence entre des positions politiques et des manières de voir ou d'aborder le droit. Il reste que je ne suis pas sûr qu'un savoir global, c'est-à-dire un savoir qui mêlerait comme un syncrétisme le peu que c'est le droit sur le droit, le peu que c'est l'économie sur le droit, le peu que c'est la sociologie sur le droit, constituerait un savoir beaucoup plus sûr. Je crois au contraire que plus on se confronte aux autres disciplines, plus on se pose des questions et plus on comprend qu'on n'est pas les seuls à être dans cette impasse de la connaissance. Je ne suis pas sûr donc que ça produira davantage de savoir, mais ce qui me paraît le plus utile, c'est d'être au moins capable de s'accorder sur le fait que nous savons une chose, nous savons que nous ne savons pas grand-chose à propos du droit. Merci.